Bonjour à tous, c'est Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration. Ravi de vous retrouver pour ceux qui me connaissent. Je vais reprendre un cycle de vidéos et commencer par un gros morceau, la stimulation positive du nerf vague. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la coach respiration, c'est une technique de bien-être basée sur une approche scientifique des besoins fondamentaux du corps. On cherche à identifier les besoins et y répondre de la façon la plus efficace possible. Bref, nous allons à l'essentiel. Dans ce cadre, il y a une attention toute particulière qui est accordée au nerf vague. Alors le nerf vague, c'est un sujet pour lequel je fus le premier auteur à sortir un livre francophone. C'était en 2018. Il a été suivi par un deuxième ouvrage en 2021 qui était beaucoup plus pratique. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous faire quelque chose, une sorte de best-of des outils qui permettent d'optimaliser l'activation positive du nerf vague. Alors, le nerf vague d'abord, je ne voudrais pas m'étendre trop sur le sujet ici dans sa définition. En bref, c'est un nerf qui ne passe pas par la moelle épinière, qui traverse le cerveau, innerve une partie du visage, descend le long des carotides et va se contacter avec l'ensemble des organes profonds du tronc. C'est un nerf qui envoie des signaux, c'est un nerf qui écoute l'état dans lequel se trouve votre corps. Si votre corps va bien, le cerveau va utiliser le nerf vague pour envoyer des signaux positifs. Ces signaux sont positifs dans le sens où ils correspondent toujours à des fonctions, un fonctionnement optimal, d'une part, et d'autre part, mais en fait c'est quand même bien intriqué, le nerf vague est le contrôleur du niveau d'inflammation du corps. Plus il est stimulé, et plus le niveau d'inflammation va baisser, et cette baisse de niveau d'inflammation est directement associée avec une augmentation des capacités, imaginez, de réparation et d'adaptation du corps. Vous vieillissez moins vite lorsque le nerf vague est activé positivement, vous vous réparez plus vite lorsque le corps est agressé, vous apprenez plus vite lorsque votre nerf vague est positivement actif au maximum. Alors pourquoi je répète sans cesse positivement actif? Eh bien, tout simplement parce que le nerf vague peut, lui aussi, vous rendre malade. Pas simplement lorsqu'il n'est pas suffisamment actif, mais aussi quand il l'est trop. Et curieusement, alors que les vidéos et les communications autour du nerf vague se multiplient, je n'entends jamais cette nuance qui est pourtant essentielle, jugée plus tôt. Lorsque vous souffrez d'asthme, le problème est une suractivation du nerf vague au niveau pulmonaire. Cette suractivation conduisant à une contraction excessive des voies respiratoires. Un autre exemple est celui du temps transit intestinal qui serait anormalement rapide. Là aussi, très certainement, il y a une suractivité du nerf vague au niveau intestinal. Un dernier exemple, lorsque vous avez le mal du transport et que vous renvoyez tout le contenu de votre estomac en dehors de votre corps, et pareil en cas d'intoxication alimentaire, eh bien, le vomissement est ordonné par le nerf vague. Donc, il faut vraiment faire la différence entre des stimulations qui vont être positives et des stimulations qui vont être négatives. Vouloir stimuler le nerf vague à tout prix, ça n'a pas de sens. C'est alors, à ce train-là, on cherche des systèmes qui vous donnent la nausée. Et par exemple, certains mouvements des yeux, avec des mouvements de tête peuvent obtenir cela. Le mouvement des derviches tourneurs, par exemple, est particulièrement stimulateur du nerf vague. Le petit souci, c'est que vous pouvez finir par vomir. Donc, stimuler le nerf vague, d'accord, mais nous allons ici le faire d'une façon qui est la plus naturelle possible et la plus harmonieuse, de façon à garantir une stimulation qui est positive, voire équilibrante, s'il y a une suractivité de telle ou telle branche du nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf de l'harmonie entre toutes choses. Lorsque les parties de votre corps fonctionnent le plus harmonieusement possible, lorsque votre corps est en harmonie avec l'environnement, les autres et la planète, alors le cerveau utilise le nerf vague pour délivrer les fameux signaux réparateurs, adaptateurs et anti-inflammation.
Pour obtenir cet état d'harmonie des organes entre eux, de l'ensemble du corps donc, et puis du corps en rapport avec ce qui l'environne, nous allons simplement avoir pour démarche, en coach respiration, de rechercher les besoins fondamentaux du corps et d'y répondre. Il est évident que si le corps est en carence par rapport à certains de ses besoins fondamentaux, le nerf vague ne sera pas dans la possibilité de développer une activité positive maximale. Donc, vraiment, je vous encourage à mettre en place les 7 réponses qui sont proposées ici. C'est ainsi que vous obtiendrez les résultats vraiment les plus efficaces. Nous allons donc identifier les besoins fondamentaux et y répondre de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire économique, sûre et concrètement pratique. Très bien. Il y a un grand nombre de besoins fondamentaux pour le corps. Certains sont traités de façon courante. Par exemple, la vitamine D. Aujourd'hui, la majeure partie des médecins y prêtent attention. Dans ce cas, et un autre exemple, c'est celui des oméga 3, nous n'allons pas vous parler ici de l'intérêt de travailler sur tel ou tel de ces besoins. Nous allons privilégier au total 7 besoins fondamentaux qui, à mes yeux, sont sous-présentés. Avez-vous besoin de prendre des notes? Eh bien, j'ai rédigé un mini-guide de coach respiration qui reprend ces 7 besoins fondamentaux et comment y répondre. Pour l'obtenir, c'est tout simple, il faut que vous m'envoyiez un mail. Vous allez sur le site coachrespiration.com, c'est facile, coach-respiration.com. Sur ce site, un pop-up s'ouvre, vous mettez votre adresse mail, vous cochez la case « Envoyez-moi s'il vous plaît le mini-guide » et vous n'aurez aucune publicité en retour à part notre newsletter qui est sans publicité elle-même et vous aurez un contenu d'une dizaine de pages qui reprend vraiment l'essentiel de ce qui va être dit dans la suite de cette vidéo. Je vous propose, sans plus attendre, de partir pour notre premier besoin fondamental du corps humain. Le premier des besoins fondamentaux dont je vais vous parler et auxquels il est vraiment nécessaire de répondre pour restaurer une activité positive maximale du nerf vague, c'est le mouvement. Le corps humain n'a pas été conçu pour être immobile. Ce besoin de mouvement est absolument fondamental pour être en bonne santé, pour qu'il y ait une harmonie corporelle et donc qu'il y ait une activité positive maximale du nerf vague. Attention, pas n'importe quel mouvement. Tout ce qui est brusque, violent pour le corps, ne constitue pas la solution idéale. Les personnes qui pratiquent du sport de haut niveau, par exemple, ne vivent pas plus longtemps que les autres. Parce qu'il y a une telle rudesse dans les mouvements qu'ils demandent à leur corps qu'au final, il y a également un effet contre-productif. Ici, centrons-nous sur l'essentiel. 4 éléments vont être déterminants. D'abord, les mouvements doivent être capables de restaurer la capacité d'expirer en profondeur. Parce que, sachez-le, votre espérance de vie est directement liée à votre capacité non pas à remplir les poumons comme on l'entend parfois, mais à être capable de vider vos poumons en profondeur, restaurer une expiration profonde. Point 1. Point 2. Ces mouvements doivent vous réapprendre à être capable d'inspirer tranquillement. Parce qu'à côté de la capacité d'expiration, donc vidage des poumons, il y a la notion de fréquence respiratoire qui intervient. Troisième point, les mouvements doivent entraîner un étirement des fascias. Les fascias sont les enveloppes des muscles. C'est eux qui sont les plus réactifs et les plus sensibles, entre autres. Et le corps humain a besoin de mouvements, a besoin que les bras se lèvent chaque jour, que les jambes s'étirent, que le corps respire. Quatrième point, je vais y arriver. Quatrième point, il est très important que ces mouvements assurent un bon drainage lymphatique, c'est-à-dire une circulation de l'eau qui entoure les cellules et dans lequel les cellules relarguent les déchets. Je ne vais pas entrer dans le pourquoi, comment, mais simplement, pour obtenir ces résultats,
nous allons passer par des mouvements où la respiration joue un grand rôle. Alors, la respiration, c'est vraiment mon sujet central, mon sujet de point de départ et d'arrivée à chaque fois. J'étais malade, je souffert pendant presque 20 ans d'un syndrome de fatigue chronique avec un corps très enflammé, très très abîmé. Ce fut une épreuve particulière et c'est par hasard, je me suis rendu compte que la respiration était capable de modifier, d'atténuer certains symptômes. C'est là, c'était le début d'un long chemin de réflexion. J'ai sorti des ouvrages sur la respiration pour les enfants, pour respirer dans la nature, mais ça, nous y reviendrons. Celui-ci, qui n'est pas un ouvrage d'exercice de coach respiration d'ailleurs, mais sur des exercices traditionnels, mais avec une démonstration, enfin, qui ont fait l'objet de validation médicale quant à des effets pour la santé. Et celui-ci qui était le tout premier livre sur la respiration que j'ai pu écrire et qui s'intéresse aux effets des respirations déformées par le stress. Alors, de façon très pratique, je vous propose de répondre à ce premier besoin fondamental en pratiquant 5 exercices. Ces exercices, vous les trouverez dans le mini-guide. Je vais vous donner leurs noms, mais ce sont des noms propres aux exercices de coach respiration, d'une part. Et d'autre part, ces exercices, vous les trouverez également sur des vidéos et je mettrai le lien vers la vidéo qui les présente dans la description. Vous savez, la description, c'est ce qu'on peut lire lorsque, sous la vidéo, on clique sur le petit plus. Il y a un texte qui apparaît et dedans, je mettrai les liens les plus intéressants. Ici, les liens vers les 2 vidéos qui vous montrent ces 5 exercices. Le premier exercice est fondamental, c'est un exercice de réalignement vertébral. Le corps ne peut pas respirer au mieux lorsqu'il est courbé. Le stress nous courbe, pour moi c'est juste un effet de courbure à cause du stress. Il faut contrer cette réaction du corps et restaurer un alignement vertébral. Cet exercice s'appelle le grandissement. Il y a une vidéo spécifique que j'ai publiée il y a quelques mois. Ensuite, il y a un enchaînement de 4 exercices qui font partie du protocole de base, du volet respiratoire de la coach respiration. Il s'agit du nettoyage et réveil, c'est surtout du drainage lymphatique, mais pas que. C'est un étirement très complet. Il y a un travail expiratoire aussi. Du haut infini, qui lui est vraiment un travail d'approfondissement de l'expiration jusqu'à la mobilisation des périnées. Le souffle des dieux, qui est un merveilleux exercice. Et enfin, le jardinage intérieur majeur, qui est un travail sur la limitation du réflexe d'inspiration en cas de stress, une exploitation des capacités anti-inflammatoires du monoxyde d'azote, qui est une autre merveille, un exercice extraordinaire qui travaille aussi sur le plan relationnel en changeant nos rapports au peuple. Voilà. Alors vous allez me dire, ah oui, mais là, je vais passer ma vie à respirer. Non. L'enchaînement de ces 5 exercices ne prend même pas 5 minutes. Et si vous ne faites que ces 5 exercices une fois par jour, vous ne finirez jamais votre journée de la même manière. C'est-à-dire, votre niveau de fatigue en fin de journée sera complètement amélioré, complètement différent. Je vous conseille, cependant, en ce qui concerne le jardinage intérieur, de le répéter après chaque repas, parce qu'il a un effet très vraisemblablement sur la flore intestinale. On utilise les capacités à dilater les vaisseaux du monoxyde d'azote qui est produit lors de courtes apnées. Et dès que vous oxygénez plus, notamment la zone tissu des intestins, très certainement vous modifiez les conditions physico-chimiques et donc, je suppose, la flore intestinale. En tous les cas, c'est un des exercices qui m'a fait le plus de bien. Tous sont extraordinaires, je vous conseille de plonger dedans, mais celui-là, chouchoutez-le, ce n'est pas le plus simple, mais il est extrêmement riche. Voilà, ça c'était le premier besoin fondamental. Abordons à présent la réponse au deuxième besoin fondamental que nous identifions en coach respiration. Il s'agit d'apport suffisant en potassium. Alors quand on parle de potassium, je vois dans les yeux des gens apparaître 2 choses, des bananes
d'une part, et d'autre part, danger. Mon corps va s'arrêter si j'en mange trop, etc. Alors déjà, essayons d'associer ces deux informations. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a réussi à arrêter son cœur en mangeant trop de bananes? Alors il n'y a pas que les bananes qui sont donneuses de potassium. Il y a par exemple les pommes de terre. Donc pareil, est-ce que vous avez entendu parler de personnes qui ont eu des problèmes cardiaques parce qu'ils mangeaient trop de pommes de terre? Non. Alors, à nouveau, je ne vais pas rentrer trop dans le pourquoi, comment. Sachez que le potassium est un sujet qui m'a passionné. C'est un sujet tellement riche, tellement fondamental pour la santé et dont personne, quasiment personne ne parle, que j'en ai tiré de tout ce travail un livre qui sortira en février de cette année 2023 aux éditions Hérold. Donc là, si vous voulez en savoir plus, d'une part, il y a de nouveau 3 vidéos que j'ai faites. Je mets les liens dans la description de la vidéo. Je fais la synthèse dans le mini-guide que vous pouvez obtenir en m'envoyant un mail en passant par le site coachrespiration.com. Vous pouvez aussi consulter ce livre qui paraît tout bientôt. Alors, de façon synthétique, je tiens à vous dire que l'idée n'est pas du tout de modifier la quantité de potassium qu'il y a dans votre sang. Cette quantité s'appelle la concentration, s'appelle la kaliémie. Elle est certainement parfaite, du moins je vous le souhaite. L'idée n'est pas là. L'OMS, donc ce n'est pas Jean-Marie Defossé qui fulmine dans son coin, l'OMS a des recommandations concernant le potassium. Et les experts de l'OMS estiment que des apports en potassium inférieurs à 3,5 grammes par jour sont insuffisants. Alors, bon, c'est un fait. Puis vous avez la phrase standard qu'on vous sort tout le temps. Dans le cas d'une alimentation saine et variée, il n'y a pas besoin de se complémenter en quoi que ce soit, tout est parfait. Cette phrase est fausse. Elle est fausse déjà, par exemple, pour la vitamine D. C'est évident. Donc déjà dire cette phrase, sans dire, attendez, il y a des exceptions, ça ne va pas. Ben, écoutez, des études nombreuses de plusieurs pays modernes ont montré que la majorité de la population n'a pas des apports quotidiens en potassium de 3,5 grammes. Alors, quelles sont les conséquences? Officiellement reconnues par la médecine, vous avez un risque extrêmement plus élevé d'hypertension, d'ostéoporose et de problèmes rénaux, des calculs rénaux. D'accord. En fait, si vous sortez de cette reconnaissance médicale et que vous creusez en cherchant d'autres articles scientifiques, certes, ils sont moins nombreux, mais alors il apparaît que le potassium est fondamental pour l'équilibre nerveux, pour la prévention du diabète de type 2, qui aura un rôle tout à fait bénéfique pour le cancer. Des études, enfin des recherches sur des sels de potassium ont mené à des résultats extraordinaires concernant Alzheimer, sur le modèle animal, mais pourquoi ne pas en parler? Le potassium, en fait, permet au corps de fonctionner de façon optimale, à condition que ses apports soient suffisants. C'est comme si le corps avait besoin de plus de potassium que le minimum. Le minimum, c'est 0,8 g, 0,4 g par jour. Mais visiblement, ce sont des études qui le montrent, notre corps a besoin de presque 3 grammes de potassium supplémentaire, donc 3,5 g par jour. Et lorsque vous offrez ce potassium au corps, il fonctionne d'une toute autre manière. Ça tranquillise, ça améliore les capacités de digestion. À nouveau, je ne peux pas ici rentrer dans le pourquoi, comment. Ça calme. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les personnes plus âgées, c'est vrai pour les enfants, c'est tranquillisant. On peut comprendre pourquoi, si vraiment c'est un besoin fondamental du corps et qu'il n'est pas comblé, le corps est sans cesse en alerte, se disant « il manque quelque chose, il manque quelque chose, il manque quelque chose ». Les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils trouvent les apports en potassium suffisants pour leur corps. Petit déjeuner avec des céréales, rien du tout. À midi, on va surtout pas trop manger de légumes parce qu'on n'aime pas ça, donc potassium, pas beaucoup non plus. Par contre, des sucres et des desserts, il n'y a aucun problème, mais bon, ok. Et au final, la journée peut se passer avec l'enfant qui n'a pas du tout ces apports en potassium. Et je vais en parler pour les enfants, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent être adultes qui peuvent être dans la même situation.
Donc, allez voir ces 3 vidéos explicatives. Elles vous donneront tous les détails, comment faire, quelles sont les précautions à prendre, parce qu'il y en a, c'est vrai. Il y en a, en fait, si vous prenez des médicaments, vous ne pouvez pas suivre les recommandations de l'OMS de façon aveugle si vous prenez des médicaments, mais si vous n'en prenez pas, il n'y a aucun souci. C'est l'OMS quand même, c'est l'Organisation mondiale de la santé, il ne cherche pas à vous faire du mal. Vous avez le livre si vous vraiment voulez creuser le sujet. Et je donne dans le mini-guide les liens vers une société française qui s'appelle la Compagnie du bicarbonate, ce n'est pas une blague, qui commercialise du bicarbonate de potassium. Ils mettent avec des petites cuillères et la dose que je conseille, après avoir réfléchi, comparé et pesé les choses, je conseille de prendre la moitié de la petite dosette par jour. Comment exactement, ne prenez pas ça n'importe comment de façon concentrée, diluez-le. C'est précisé à nouveau. Cet apport de potassium correspond au potassium présent dans une banane. Voilà, donc c'est très peu. Et ça fait énormément de différence pour le corps d'avoir comme ça un apport de potassium net. Parce que ce qui est complexe avec le potassium, c'est que oui, il y a des aliments qui en contiennent. Mais le problème, c'est qu'il y a des aliments qui contiennent du potassium et en même temps d'autres nutriments qui vont consommer du potassium pour être transformés par le corps. Et donc, certains aliments sont très riches en potassium, mais ne sont pas du tout des donneurs de potassium. C'est au contraire des preneurs de potassium. C'est le cas par exemple des légumineuses, qui sont tellement riches en protéines et éventuellement en protéines principalement, qu'au final, ce ne sont pas des vrais donneurs de potassium. Pareil pour les fruits secs. Si vous mangez des noix, par exemple, ou des cacahuètes, vous fournissez à votre corps du potassium, et ces petites graines sont tellement riches en phosphore, par ailleurs, qu'à nouveau, votre corps aura besoin de ce potassium pour éliminer le phosphore. Donc, c'est un sujet vraiment passionnant. Vous pouvez faire énormément de bien à votre corps en répondant à ce deuxième besoin fondamental. Alors, un troisième besoin fondamental de votre corps, c'est un des apports suffisants en vitamine B. On parle souvent, je ne sais pas moi, de la vitamine C, de la vitamine D, un peu moins de la E, c'est vrai, souvent de la vitamine A, mais les vitamines B, je trouve qu'elles sont vraiment négligées. D'abord, c'est vraiment une boîte fourre-tout, parce que les vitamines D, par exemple, il y a la D1, la D2, la D3, elles sont potentiellement transformables l'une en l'autre. Ce n'est pas du tout le cas des vitamines B. Certaines de vitamines B ne sont plus considérées aujourd'hui comme des vitamines parce que le corps arrive à en fabriquer une certaine quantité. Après, ça peut quand même rester limitant. Et celles qui restent bien définies comme des vitamines, c'est-à-dire des substances que le corps ne peut fabriquer par lui-même, eh bien, à nouveau, une alimentation normale ne suffit pas à fournir chaque jour les besoins en vitamine B, à l'ensemble des vitamines B pour votre corps. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous regardez la documentation concernant les vitamines B, on vous trouve toujours un menu qui vous montre, regardez, vous mangez ça, ça et ça, et vous avez assez de vitamine B1, par exemple. Très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas le même menu pour avoir assez de vitamine B2. Et pareil pour la B3, puis pareil pour la B6, pareil pour la B9, pareil pour la B12. Alors, au final, je suis désolé, mais le corps manque donc toujours d'au moins certaines vitamines d'un jour à l'autre. C'est dommage, parce que les vitamines B, elles couvrent, comme elles sont multiples, énormément de fonctions. Fourniture d'énergie. Alors, j'aime résumer ça en parlant de les enveloppes, c'est-à-dire tout ce qui va être interface. Votre peau, ce qui décore les enveloppes, par exemple les cheveux, la santé des ongles, des cheveux, mais c'est aussi la peau, pas simplement de votre visage et de vos mains, c'est la peau de vos intestins, par exemple. Ce sont les enveloppes des nerfs. Et donc, par ailleurs, elles ont également, certaines d'entre elles, des fonctions typiquement pour le fonctionnement nerveux. La B12 est extrêmement importante pour l'équilibre nerveux, notamment. Bref, mon conseil
est de vous procurer, ce n'est pas ruineux, un complément, un multicomplément en vitamine B. Donc il existe des formules, je donne des liens dans le mini-guide, vous les suivez ou vous ne les suivez pas, peu importe, c'est un conseil que je donne, et ça vous donne accès à des comprimés de mélange de l'ensemble des vitamines B. Étant donné que vous consommez des aliments qui contiennent certaines de ces vitamines, il n'est pas utile, à mon sens, de prendre la quantité qui est conseillée au niveau des vendeurs. Pour moi, prendre un comprimé, un demi-comprimé tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est assez. Mais ce petit supplément, qui donc ne va pas avoir d'effet négatif sur vous, parce qu'il ne s'agit pas de se survitaminer non plus, ce petit complément va permettre à votre corps de ne pas être limité dans son fonctionnement optimal par le manque de telle ou telle vitamine. Alors, petite nuance, la vitamine B12, d'abord si vous êtes végétarien et encore plus végan, il faut vraiment que vous pensiez à vous supplémenter. Ça, c'est une chose. Mais sachez que si votre corps manque de production d'acide chlorhydrique, si par exemple vous prenez des antiacides, mais simplement si vous êtes très stressé et plutôt déminéralisé, il est probable que vous produisiez trop peu d'acide chlorhydrique. Eh bien, sachez que dans ces cas-là, même en prenant 100 fois la dose de vitamine B12, votre corps ne pourra pas assimiler cette vitamine B12. Donc, c'est très important de restaurer en même temps des capacités de digestion optimales. Et là, justement, c'était le rôle des apports de potassium. Le 4e besoin fondamental auquel je vous invite à répondre, c'est le magnésium. Alors là, vous allez me dire, vous aviez dit au début que nous n'allions pas parler des choses qui étaient courues de façon générale. Pourquoi parler du magnésium? C'est très courant qu'on nous recommande du magnésium. C'est vrai. Sauf que très souvent aussi, la recommandation par rapport au magnésium oriente les gens vers du magnésium marin. Ou alors on ne leur dit pas de prendre du magnésium marin, mais lorsque vous allez en pharmacie pour prendre des comprimés de magnésium, vous avez surtout magnésium marin. Alors ce terme marin est certainement vendeur. Non, moi, avant que la respiration et la physiologie soient ma passion, j'étais branché biologie marine. Et je peux vous dire que ça n'a aucun sens. Il n'est pas marin, ce magnésium. Très souvent, c'est de l'oxyde de magnésium. Il n'y a pas d'oxyde de magnésium dans l'eau de mer. Donc, mystère. Mais c'est très attrape-client. Et le problème, c'est que ces formes de magnésium sont extrêmement peu assimilables. Donc, ce n'est pas donné. Parce que c'est sous forme de comprimé, c'est effervescent, c'est tout ce que vous voulez, et ça ne fonctionne pas bien. Ensuite, autre nuance, votre corps peut utiliser le magnésium d'autant mieux qu'il a assez au niveau de ses apports en potassium. Donc à nouveau, ça nous ramène au point évoqué au niveau du 2e besoin fondamental, le potassium. Donc, prenez du magnésium, mais en même temps, prenez le potassium. À nouveau, vous voyez, il s'agit d'un ensemble de besoins fondamentaux qui sont évoqués ici. Ensuite, sous quelle forme le prendre? Écoutez, soit vous prenez du chlorure de magnésium. Alors, il se vend dans les pharmacies. La pharmacie, c'est quand même un lieu où les choses vendues sont garanties et sûres. Il existe en pharmacie, je crois dans toutes les pharmacies, des sachets de chlorure de magnésium qui sont vendus sous cette forme. D'accord? 20 grammes, ça coûte quelques euros, 2, 3 euros. Vous en avez énormément puisque par jour, c'est 300 mg, 0,3 g de magnésium par jour. Moi, c'est du magnésium. Et là, vous ne vous ruinez pas. Alors, le chlorure de magnésium, moi, je vous conseille de le contenir dans un bocal fermé parce qu'il absorbe l'humidité de l'air. Il finira par être tout humide, tout ruisselant. Il n'y a qu'un défaut, c'est qu'il est assez laxatif. Donc, si vous avez tendance à avoir un transit intestinal rapide, ça va encore l'accélérer. Bon, il y a une solution à ça, c'est de prendre vos 300 mg de magnésium, de les diluer dans l'eau. Vous buvez non pas d'un coup, mais au cours de la journée.
c'est une solution. L'autre solution, mais l'une n'empêche pas l'autre, c'est de passer sous une autre forme de magnésium qui est le bisglycinate de magnésium. Alors ça, ça se vend pas en pharmacie, pas à ma connaissance. C'est plus cher. Là, c'est un laboratoire en qui j'ai confiance. À nouveau, il y a le lien dans le mini-guide. Dans tous les cas, assurez à votre corps ses besoins fondamentaux en magnésium. Alors, nous en arrivons au 5e besoin fondamental du corps humain. Il s'agit de l'iode. Là aussi, nous avons affaire au grand oublié. Alors, premier point, vous allez me dire, mais enfin, je ne comprends pas. L'intitulé, c'est « Stimuler positivement le nerf vague » et voilà que il est question de l'iode. Jamais entendu dire que l'iode stimulait le nerf vague. Effectivement, pour formuler de cette manière, vous ne trouverez pas l'information. Par contre, il est évident que si le corps ne reçoit pas, par l'alimentation, c'est la seule entrée, l'iode dont il a besoin, la quantité d'iode dont il a besoin pour fonctionner chaque jour, le corps fonctionnera moins bien. Un corps qui fonctionne moins bien, de façon imagée, je dis qu'il boite, ce corps en souffrance, en manque, en carence, sera incapable de produire une activité du nerf vague qui est maximale. Donc, à nouveau, la démarche est de répondre aux besoins fondamentaux pour établir une harmonie maximale du fonctionnement du corps qui, elle, est la clé. Qui, elles, sont les clés, en fait. Ces réponses aux différents besoins fondamentaux sont les clés pour permettre une activité positive, maximale, idéale du nerf vague. Cela étant dit, deuxième point, y a-t-il carence au niveau de la population concernant les apports en iode? La réponse est oui. À nouveau, je vais me référer à l'OMS qui a émis des recommandations pour la mise en place d'une supplémentation d'iode chez les femmes, y compris en France. Pourquoi chez les femmes? Parce qu'en fait, quand vous manquez un peu d'iode, je ne sais pas pourquoi, on considère que en fait, la santé va quand même aller plus ou moins correctement. C'est curieux de définir des apports journaliers recommandés et puis ensuite, lorsqu'ils ne sont pas atteints, dire que c'est considérer que ce n'est pas si grave. Mais dans le cas des femmes qui peuvent être enceintes et allaiter, cette carence en iode va générer des problèmes de santé chez l'enfant à naître. Et donc, les recommandations prioritaires concernent les femmes. Mais bien sûr, ça semble évident qu'elle pourrait concerner aussi bien les hommes et les femmes. Alors, l'iode est vraiment un oligoélément, pas besoin d'en prendre 3 grammes par jour. À nouveau, c'est dans la juste mesure. Il y a des apports minimaux qui ont été établis et des apports maximaux. Alors, cette supplémentation est très faible, elle est de 100 microgrammes par jour pour les femmes, donc, et lorsqu'elles sont enceintes, la recommandation passe à 200 microgrammes. Alors, comment répondre à ces besoins, autrement qu'en passant par des formes médicamenteuses? Eh bien, il y a une source d'iode extrêmement intéressante, ce sont les algues marines. Pas les algues d'eau douce, donc les chlorella, les spirulines n'apportent quasiment pas d'iode. Les algues marines sont très intéressantes. Il suffit en fait d'une pincée d'algues marines par jour pour combler ces besoins fondamentaux d'apport en iode. Alors on pourrait me dire, c'est qu'une pincée qui fait toute la différence. Exactement. Dans le cas des oligoéléments, c'est ainsi que le corps fonctionne. On trouve facilement des algues marines aujourd'hui dans les magasins bio, des choses comme ça. Le souci, c'est que souvent, elles sont présentées comme un remplacement de viande ou de légumes, ou du moins, l'idée est qu'on peut manger des algues comme on mangerait des haricots verts, par exemple. Alors ça, méfiez-vous vraiment de ce genre d'affirmation. Les algues sont tellement riches en iode que si vous en consommez de façon même pas massive, mais en quantité, ne serait-ce que des cuillerées, par exemple, en poids sec, vous allez absolument, garanti, dépasser les apports maximaux d'iode qui sont conseillés pour le corps. La conséquence sera assez souvent de développer une hypothyroïdie. Donc ça, c'est une autre chose dont je voudrais vous parler.
Il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont traitées de façon médicamenteuse pour un problème d'hypothyroïdie. Alors, il existe effectivement des situations dans lesquelles la thyroïde ne fonctionne plus suffisamment. Cela dit, il est quand même intéressant, avant de conclure que la thyroïde ne fonctionne plus, de s'assurer qu'elle a ce qu'il faut pour fonctionner, qu'elle a ce qu'il faut pour produire des hormones thyroïdiennes, et ce dont elle a besoin pour y arriver, c'est un apport d'iode qui est suffisant et qui n'est pas excessif. Dans les deux cas, vous pouvez développer de fait une hypothyroïdie. Alors, le fait de prendre des médicaments va combler cette carence en hormones thyroïdiennes, oui. Il y a juste que vous n'êtes pas du tout intéressé aux causes même du problème, qui est soit un apport insuffisant en iode, mais également un apport excessif en iode. Donc, concernant les apports en iode, mon conseil est de prendre chaque jour une pincée d'algues. Vous pouvez le mettre dans les plats que vous cuisinez, mais c'est un petit peu dommage parce que ces algues marines sont également très riches en antioxydants assez extraordinaires, assez bien protégées parce que les algues marines sont très salées et le sel probablement aide à la conservation, bien plus que dans le cas des algues d'eau douce. Et vous avez donc, avec cette pincée d'algues, cet apport d'iode qui est essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Alors attention, les algues marines, c'est tout un peuple avec une grande diversité. Certaines algues sont 100 fois plus concentrées en iode que d'autres. Alors, je vais faire une distinction qui n'est pas très, très botanique, mais disons que les algues épaisses, c'est le cas des laminaires, c'est le cas du varech, enfin la famille des fucus et des ascophiles, sont très riches en iode. Et donc là, 0,1 g d'algues de ces variétés en poids sec suffit à atteindre votre apport suffisant en iode. Je vous conseille plutôt d'utiliser des algues minces. Donc au toucher, vous verrez qu'elles sont toutes minces. C'est souvent, mais pas toujours, des algues qui sont annuelles, alors que les autres sont des algues qui vivent plusieurs années. Et ces algues sont moins riches en iode, ce qui fait qu'avec une pincée, vous êtes sûr de ne pas prendre trop d'iode. Voilà, mon conseil pour ce 5e besoin fondamental du corps humain. Nous arrivons au 6e besoin fondamental du corps humain auquel je vous propose de répondre afin de favoriser le fonctionnement harmonieux de votre corps. Il s'agit du besoin en antioxydants. Et j'ai envie de préciser en antioxydants naturels. Le corps fabrique ses propres antioxydants, notamment le fameux glutathion. Prendre des comprimés de glutathion fonctionne peu. Il est préférable de prendre des précurseurs du glutathion. Alors, il y a moyen de se supplémenter de façon chimique, mais quand c'est possible de faire autrement, ça a toujours ma préférence. Et là, je vais vous proposer une façon simple d'améliorer le fonctionnement de votre corps. Alors, c'est vraiment une sorte de remplacement des algues d'eau douce qui sont souvent proposées. Cette option est intéressante, oui et non. Je ferai une vidéo sur le sujet. Je vous propose ici une solution extrêmement simple, extrêmement locale. Utilisez 2 légumes. L'idée va être de consommer 2 bouchées d'un légume et 1 centimètre d'un autre. Ce ne seront quasiment plus des aliments, mais ce que certains appellent des alicaments. Le premier dont je vais vous parler, c'est le chou. Le chou cru est une merveille. Alors certaines personnes me disent, oui d'accord, le chou cru est une merveille, mais moi je ne le digère pas. Écoutez, je ne dis pas de vous nourrir avec du chou, je vous dis de prendre par jour 2 bouchées de chou cru. Alors par exemple, ça peut être simplement 2 petits choux de Bruxelles, voilà, par jour, à un moment donné. Personnellement, je le mange le matin avec mes tartines. Je mets mes tartines, du beurre, clarifié ou non, du pain avec gluten ou sans gluten, en fonction de l'état dans lequel je me trouve, et je croque ceci comme si c'était un accompagnement, un peu comme un pesto. Je ne mets pas d'huile, je ne fais aucune préparation, je croque simplement. Ça peut être aussi simplement du chou vert classique. Alors plus il est coloré et plus potentiellement il pourrait devenir piquant en vieillissant, c'est ce qui nous intéresse. Le chou chinois, par exemple, n'a pas d'intérêt. La partie la plus blanche du chou ici est quand même moins intéressante, moins riche qu'un chou qui est coloré.
pourquoi pas travailler avec le chou rouge, par exemple. Le chou calé est extraordinaire. Alors, c'est une source d'antioxydants, les légumes colorés qui ont du goût, d'une part, et d'autre part, de précurseurs qui vont aider le corps à fabriquer le fameux glutathion. C'est aussi un aliment qui est très capable d'aider à la détoxification des métaux lourds. Ce protocole complet est un petit peu plus compliqué, mais c'est déjà une très bonne entrée de fournir à votre corps cette petite partie de légumes crus. Donc 2 bouchées de chou, réparties au cours de la journée si vous voulez, et d'autre part, 1 cm de poireau cru. Et à nouveau, je le mange avec moi, personnellement, sur mon pain beurré, et ça me fait une sorte, avec le beurre, de petite, pas fromage de fines herbes, mais petite nourriture comme ça, pesto, relevé, très agréable. Vous pouvez aussi couper le poireau en petits morceaux et le mettre sur vos plats que vous venez de finir de préparer. C'est légèrement piquant, et donc ça donne ça relève vos plats. Attention, je précise bien que ces aliments, ces alicaments, doivent être consommés crus. Cuits, vous perdez la majeure partie de leur intérêt. Autrement, par exemple, le poireau était à l'origine une herbe médicinale provenant d'Iran. Donc il s'agit vraiment de légumes qui ont un potentiel au niveau du fonctionnement de votre corps qui est important et qui est connu depuis longue date. Le chou, la famille du chou, la famille des oignons, là, par exemple le poireau, sont des aliments qui protègent par exemple du cancer. Là, nous les utilisons comme source d'antioxydants. Et nous voici arrivés au 7e besoin fondamental de l'être humain. Alors, il s'agit de 3 choses. La douceur, le contact avec la nature, mais c'est très voisin avec la douceur en réalité, et exprimer de la gratitude. Alors là, on entre vraiment dans le volet relationnel de la coach respiration. On peut avoir un corps qui, physiologiquement, chimiquement, biochimiquement, fonctionne parfaitement. Respiration parfaite, aliment parfait, parfait apport de tous les minéraux, nutriments dont le corps a besoin. Mais on n'a pas besoin juste de matière. On a besoin d'un rapport à soi-même et à tout ce qui nous entoure, les autres, la nature. Pour la douceur, je vous invite à soigner la douceur par rapport à vous-même. Massez-vous, prenez du temps pour vous-même, pour vous sentir être vivant. Et soignez la douceur dans vos rapports avec les autres personnes. Dites des choses gentilles. À vous-même, c'est vrai, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Encouragez-les. Regardez le côté positif de tout ce qu'elles font. Chaque personne a des richesses. Voyez vos richesses et parlez aux autres de leurs richesses, celles que vous voyez. Apprenez à voir les richesses des autres. Pensez, cultivez également les pensées douces. Écoutez des choses douces, de la musique douce. Ayez des pensées douces pour vous-même et pour les autres, pour la planète. Sinon, c'est une sorte de combat, de lutte. Vous entrez en inflammation avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Pour le contact avec la nature, à nouveau, il s'agit vraiment d'un besoin fondamental qui est démontré par les neurosciences. Donc, passez du temps, accordez-vous du temps au contact de ce qui est vivant. Vos plantes vertes, regardez les oiseaux, nourrissez les oiseaux du ciel. Si vous pouvez, allez dans les parcs, auprès des arbres. Allez en forêt, pas besoin d'une forêt de 10 hectares, mais allez dans des lieux où vous allez vous laisser toucher par la beauté de la nature. Je fus l'un des premiers à éditer, enfin publier un livre sur la sylvothérapie, qui est justement, lorsqu'on sort du cadre magique ésotérique qui n'a rien à voir, la culture et les effets des liens que l'on peut avoir avec la nature, ici particulièrement les arbres et la forêt. C'est vraiment un besoin du corps humain pour se sentir au mieux. Et les personnes qui disent parfois ah, « en fait, moi, je n'aime pas la nature », des études ont montré que c'était ces personnes-là chez qui la restauration du contact avec la nature était les plus productifs, les plus bienfaisants. Et enfin, le 3e point, exprimer de la gratitude. Les sciences psychologiques
ne cesse de découvrir à quel point le fait d'exprimer de la gratitude, c'est-à-dire de dire merci, bien sûr, en toute sincérité, est extraordinairement transformant. Dites merci pour ce que vous êtes, ce que vous recevez. Ça implique, vous allez me dire, d'avoir quelque chose pour lequel on veut dire merci. Eh bien, trouvez-le. Parce que, oui, certaines personnes ont des vies difficiles, mais ces difficultés ne doivent pas être un voile gris qui cache complètement les étincelles de la vie. Il y a toujours au cours d'une journée des choses qui nous sont offertes et qui sont pleines de scintillance. Ce sont souvent des choses toutes simples. On cherche compliqué, on cherche, je sais pas, faire carrière, avoir une voiture de marque. Et ce sont des choses toutes simples. C'est une étoile qui scintille dans la nuit, c'est le sourire d'un enfant, c'est la fraîcheur d'une goutte de rosée qui coule sur la main, c'est l'instant de tendresse qu'on partage avec un être aimé. Ce sont des choses toutes simples. Et les vivre, les ressentir est une chose, et exprimer de la gratitude pour cela, c'est important. La gratitude donc par rapport à la vie, et puis par rapport aux personnes qui vous entourent, osez dire « Oh, merci pour ce que tu m'as apporté là ». Parce que ça, les sciences de psychologie ne cessent de, je vous l'ai dit, de montrer à quel point c'est une dynamique de vie. C'est presque une sorte de reprogrammation cérébrale. On change complètement son rapport à la vie quand on est dans une recherche de choses pour lesquelles on peut exprimer de la gratitude. Et que, bien sûr, on l'exprime. Voilà. Ce voyage à travers les points fondamentaux de l'approche de coach respiration. Je vous le répète, il y a donc, si vous m'envoyez un mail via le site coach-respiration.com, un mini-guide qui reprend ces différents points sur une dizaine de pages. Je vous l'enverrai avec plaisir. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous êtes précieux. De prendre soin des autres, parce que cela aussi est très précieux. Et de vivre le plus harmonieusement possible également sur cette jolie planète, avec cette jolie planète qui est la nôtre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de bien-être grâce à la coach respiration.